Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de regretté Layachi Aker, ancien ministre du Commerce. Deuxième jour de trêve humanitaire dans la bande de Gaza, une ville martyre et fantôme, des habitants égarés, des infrastructures détruites. Nous irons au plus près des rescapés avec le correspondant de la télévision publique, Wissem Abouzeid. Et si cette agression barbare n'était qu'un enfumage pour mettre la main sur les réserves naturelles dont jouit le large de Gaza, dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse au dessous des cartes. Nous verrons comment la géopolitique fait de la politique. Les détails avec Adel Boukhadis. Et puis à la fin de ce journal, nous nous intéresserons à la journée internationale des violences faites aux femmes. On s'intéresse dans ce journal au travail associatif d'éducation et de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Nous vous proposons des témoignages. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à la famille du regretté Layachi Aker, ancien ministre du Commerce. Le chef de l'État a rendu hommage aux défunts en relatant ses qualités tout au long de son parcours, qui s'est acquitté de ses différentes missions avec dévouement et avec compétence. Le président de la République a indiqué dans son message de condoléances que l'Algérie vient de perdre un homme qui comptait parmi les cadres de l'État. Il a occupé de hauts postes de responsabilité en tant qu'ambassadeur, parlementaire et ministre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous parlons de ce deuxième jour de trêve dans la bande de Gaza. Le correspondant de la télévision publique, Wissem Abouzeid, est allé au plus près des Gazaouis, ceux qui ont survécu aux horreurs des bombardements. Ils retournent dans leur quartier à la recherche de ceux qui en restent. Ils se retrouvent au milieu des décombres. Tout a été détruit ou presque. Gaza ressemble davantage à un décor de film de guerre. Le commentaire est signé Amélie Siridir. Dès les premières heures de l'entrée en vigueur de la trêve humanitaire de 4 jours, des centaines de Palestiniens rentrent chez eux, découvrant avec stupeur l'état dévastateur de leur quartier et de leur maison. Sur place, le correspondant de la télévision algérienne Wissem Abouzeid nous rapporte le cauchemar des Palestiniens face à l'ampleur de la catastrophe. On est venu découvrir ce qui reste du quartier et voir si notre maison est toujours intacte et n'a pas été détruite. Nos maisons ont une grande valeur pour nous. Nos maisons nous manquent beaucoup. Ils ne nous ont rien laissé. Comme vous voyez, tout est en ruine. Nous n'avons plus rien. Les Palestiniens ont découvert l'ampleur de la catastrophe provoquée par les forces sionistes dans leur zone de résidence. Des dégâts massifs ont été causés aux routes, aux bâtiments des institutions gouvernementales, aux infrastructures et aux réseaux d'eau, d'électricité et de communication. Je viens de constater l'ampleur des dégâts causés par les bombardements. Je n'ai plus de maison, je n'ai nulle part où aller. La cessation temporaire des hostilités offre aux Gazaouis une pause tendue. Mais la dure réalité se dessine dans les ruines qui entourent leur foyer. Les rues, autrefois empreintes de la vie quotidienne, sont devenues le témoignage silencieux de la guerre. Malgré tout cela, l'espoir persiste dans la détermination des Palestiniens à reconstruire leur vie à partir des cendres de la destruction. Nous gardons espoir, nous ne faiblirons pas et nous sommes fiers de notre terre. Mon père et mon fils sont tombés en martyrs, mais je garde toujours espoir. Au cœur de la dévastation, l'espoir des Palestiniens se profile comme une force persistante, déterminée à écrire un avenir de résilience, de reconstruction et de dignité. Et si cette attaque barbare n'était finalement qu'un prétexte pour décourager les Palestiniens, les pousser à quitter leur territoire et ouvrir la voie vers la mer, vers les eaux territoriaux de la bande de Gaza, des eaux qui renferment des champs gaziers, 32 millions de mètres cubes de réserves de gaz naturel, un espace qui attire toutes les convoitises. Grand format signé Adel Boukhadis. Gaza, théâtre des crimes les plus odieux commis par l'entité sioniste, dispose d'importants gisements de gaz au large de ses côtes qui pourraient changer la donne de la situation géopolitique dans la région.
C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs cette guerre certainement a démarré, mais pas seulement. On sent bien que les compagnies internationales sont prépositionnées et qu'effectivement, avec la crise ukrainienne qui a aggravé encore les besoins en matière énergétique, il est probable que dans l'intérêt de certaines compagnies internationales qui sont des lobbies, il ne faut jamais les oublier, eh bien dans leur intérêt commun, ils se disent qu'il est plus intéressant d'avoir un partenaire de type occidentalisé, puisque les sionistes sont partis occidentaux, et qui est favorable évidemment aux thèses néocoloniales que l'Occident a toujours eues. Est-ce que le fait qu'il y ait vraiment de très timides critiques de la part des principales capitales occidentales, eh bien, à l'évidence aussi, oui, parce que les intérêts sont liés à la fois aux questions géopolitiques, géostratégiques et surtout géoénergétiques. الغاز العالي الجودة الذي تطلبه يعني الولايات المتحدة الأمريكية وتحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية. L'entité sioniste veut s'accaparer les gisements de gaz se trouvant dans les eaux territoriales de Gaza et en tirer profit. Ce gaz est d'une très bonne qualité. C'est la raison pour laquelle l'entité sioniste veut se dérober des accords conclus avec les autorités palestiniennes et répondre à la demande des pays occidentaux. C'est ce qui explique en quelque sorte la position des capitales occidentales vis-à-vis des agressions perpétrées à l'encontre des Gazaouis. يعني على مواصلة دولة الاحتلال عدوانها رغم قرارات الجمعية العامة ورغم قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرا ورغم المجازر البشعة. Il y a des accords, il y a des intérêts économiques que dépassent le conflit politique. Malheureusement, maintenant, ce qui se passe à Gaza, c'est de se débarrasser des Palestiniens, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de transfert. Ça veut dire que voilà, les Israéliens, ils veulent se débarrasser de chaque force qui peut déranger leurs accords économiques. Et comme ils disent, voilà, si ces gens ils ne comprennent pas leur intérêt économique, alors il n'y a pas de place pour eux dans cette formule, dans ces accords, il faut se débarrasser. Le champ gazier Marina est l'objet de convoitises des forces de l'occupation sioniste qui aspirent à se positionner sur le marché européen et faire face ainsi à la crise énergétique qui a battu de plein fouet le vieux continent. حقول مهمة جدا قبالة سواحل غزة وأهمها هو حقل مارين للغاز. Le champ gazier Marina se trouve à 36 km des côtes de Gaza. Il dispose de réserves de gaz estimées à plus de 32 millions de mètres cubes. Avec le champ de Borderfield, il pourrait économiser à l'autorité palestinienne 8 milliards de dollars des importations palestiniennes d'électricité et couvrira 50% des besoins des Palestiniens en électricité. ظل مجمدا إلى يومنا هذا أي حوالي ما يقرب الربع قرن من الزمن وهذا نتيجة اعتراض الكيان الصهيوني على استغلال هذا الحقل الغازي. Lors du sommet du G20 qui s'est tenu à New Delhi le mois de septembre dernier, il a été décidé de construire un corridor ferroviaire et maritime reliant l'Inde au Moyen-Orient à l'entité sioniste et à l'Europe dans le but de favoriser la croissance économique, mais surtout pour contrer les projets des nouvelles routes de la soie annoncés en grande pompe par la Chine. L'entité sioniste compte mettre la main sur les réserves de gaz à Gaza, mais aussi construire un canal reliant la mer Rouge à la Méditerranée, qui traversera les terres du nord de Gaza, raison pour lesquelles ils veulent exterminer les Palestiniens et opérer un changement géographique et typographique. Par ailleurs, l'entité sioniste veut concrétiser le corridor de l'Inde qui passe par le Moyen-Orient et contrer les routes de la soie, ce qui explique aujourd'hui que Gaza est devenu le théâtre de conflits internationaux non déclarés. Un des objectifs de cette invasion, c'est la réalisation d'un canal parallèle au canal de Suez. La réalisation de ce canal serait très coûteuse et d'aucune utilité économique pour l'entité sioniste s'il passe loin de la bande de Gaza.
Ce canal converge avec le plan américain décidé lors du sommet du G20 en Inde. Les clauses contenues dans ce projet stipulent que l'entité sioniste est chargée d'assurer la sécurité et la protection des infrastructures liées à ce projet, notamment la ligne ferroviaire, les ports commerciaux et les câbles sous-marins de la fibre optique qui seront réalisés dans les eaux territoriales de Gaza, ce qui explique l'acharnement des forces coloniales contre la résistance palestinienne et contre tout le peuple palestinien à Gaza, qui constitue, selon eux, des menaces certaines pour leur projet. La bande de Gaza compte également des potentialités agricoles indéniables. Elle réussit à exporter chaque année près de 60 000 tonnes de légumes vers la Cisjordanie et les pays du Golfe, ainsi que des fraises vers l'Europe. Ces régions sont connues pour la fertilité de leurs grandes surfaces agricoles et l'abondance de leur production, qui couvre le tiers de la production agricole de l'entité sioniste. Ces terres sont réputées pour la production des fleurs et de l'agriculture. Toufan al-Aqsa est venu donc fausser les calculs machiavéliques de l'entité sioniste. Est-ce pour autant suffisant pour expliquer la barbarie sans précédent dont cette entité a fait preuve jusqu'à aujourd'hui, ou encore expliquer le silence d'un Occident qui s'est longtemps présenté dans la peau du défenseur des libertés et des droits dans le monde? Voilà pour ce grand format qui s'intéresse de près aux richesses naturelles dans les eaux territoriales de la bande de Gaza. Et toujours à propos de la cause palestinienne et durant la journée internationale des femmes, qu'en est-il des droits des femmes palestiniennes déjà privées de ces droits pour les plus essentiels comme le droit au mouvement? La dernière agression barbare a privé la femme palestinienne d'eau, d'électricité, de sa terre et même de ses enfants. Lecture avec Amel Bouakba. Le cœur déchiré de douleur, cette femme palestinienne fait partie de milliers d'autres qui ont perdu des êtres chers massacrés par la folie meurtrière et la barbarie de l'entité sioniste. Ces femmes subissent de plein fouet la tyrannie et la sauvagerie de l'occupation. Massacres, tortures et toute forme de violence, c'est le lot quotidien de toutes ces femmes. Malgré l'intensité de la souffrance et l'ampleur de la perte, leur courage exemplaire continue de défier la machine de guerre sioniste. Au moment où l'on célèbre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la femme palestinienne est confrontée depuis de longues années aux affres de la colonisation sioniste qui la prive de ses droits les plus fondamentaux. En première ligne dans le combat et la résistance, des centaines de femmes palestiniennes sont détenues dans les geôles sionistes dans des conditions inhumaines. La femme palestinienne est le symbole de la résistance. Elle est la femme militante, la mère et l'épouse de martyrs. Elle a toujours occupé une place prépondérante dans la société palestinienne. Elle ne lésine sur rien pour apporter son aide et soutenir la résistance. Les femmes palestiniennes représentent la majorité des victimes des bombardements. Au moins 5000 sont tombés en martyrs et des milliers de blessés, ainsi que des détenus dans les prisons sionistes qui subissent les pires sévices de la part de l'occupation. Coups et humiliations, faim, soif et froid, les prisonnières palestiniennes libérées dans le cadre de la trêve entre le mouvement de résistance Hamas et l'entité sioniste témoignent de l'horreur qu'elles ont vécue dans les prisons de l'occupation. الوضع هناك كثير مأساوي يعني رشة الغاز يعني حتى لما اجوا عندنا قمعة في 7/10. Les conditions dans les geôles sionistes sont inhumaines. Nous avons été aspergés de gaz sans compter les injures, les insultes et l'humiliation. C'était un vrai calvaire. On n'avait même pas de couverture. On était transis de froid. Les violences perpétrées par l'entité sioniste n'ont pas eu raison de la détermination et de l'engagement de la femme palestinienne qui demeure le porte-étendard de la résistance avec un courage hors pair qui inspire et impressionne le monde entier.
Et durant la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, on s'intéresse à ce qui se passe en Algérie. 261 femmes ont été victimes de féminicide en Algérie depuis 2019, dont la moitié étaient des mamans. 16 étaient enceintes au moment de leur assassinat, selon un rapport présenté aujourd'hui par le collectif Féminicide Algérie. On s'intéresse ce soir au travail de sensibilisation et d'éducation de la part des associations avec Fadi El-Chir. في أم البواقي عمرها في الثلاثينات جار عليه كان حب يتزوج بها ورفضته قتلها. لويزا حمداش كان عندها 65 سنة و5 أولاد قتلها وليدها. فاطمة بومرزاق ضربها وليدها وخنقها حتى قتلها. Chacune son histoire, chacune son parcours, mais un même destin les réunit. Elles ont toutes été victimes de violences physiques. Certaines ont même succombé à leurs blessures. Selon la page Féminicide Algérie, chargée d'identifier et de recenser ces cas, 33 femmes ont été tuées depuis le 1er janvier 2023, contre 41 en 2022, une liste qui ne cesse de s'allonger. Justement, le nombre de femmes qui consultent en médecine légale, en moyenne, on a 4 à 5 femmes par service, 4-5 femmes qui sont victimes de violences physiques. On s'est tous accordé que c'est un chiffre noir. Malheureusement, on signale quelques cas de décès. Mais ces chiffres ne constituent que la partie visible de l'iceberg. La majorité des cas de violence contre les femmes ne sont pas déclarés pour diverses raisons. S'il constate qu'il y a eu violence avérée, puis elle dit que ça veut dire qu'elle ne veut pas déposer plainte, on essaye de l'orienter. La preuve, on a instauré, c'est une première en Algérie, les urgences médico-judiciaires, de pouvoir justement recevoir 6 victimes en tenté. Il y a parfois on reçoit des femmes à 2h du matin, à 5h du matin, comment les accompagner et leur expliquer leurs droits. Plusieurs actions de solidarité ont été menées à travers les réseaux sociaux, revendiquant la dignité des femmes et leur droit de lutter et de dénoncer ces violences. Je l'ai menacée de divorce. Mais j'ai pas d'argent aujourd'hui. Beaucoup de femmes qui subissent ça ne savent pas quoi faire parce que la société n'aide pas beaucoup. Généralement, la plupart des femmes qui nous contactent, elles disent toujours la même chose, c'est que la famille leur demande de patienter par rapport à notre action qu'on a fait et qu'on fera toujours. C'est pour sensibiliser les gens que, au fait, c'est un crime qui est condamné et par la loi et par le créateur lui-même. Nous recevons aussi une fois par semaine les femmes quand elles veulent un accompagnement juridique. Donc on les reçoit dans nos bureaux pour qu'elles voient notre avocate. Nous organisons aussi des journées d'études. Cette lutte est une mission de longue haleine, un travail qui nécessite selon les observateurs l'identification des facteurs menant à ce comportement. À cet effet, l'Institut national de santé publique prévoit une enquête nationale en 2024, la deuxième du genre après celle de 2023, afin de mettre en place les mesures adéquates pour lutter contre ce phénomène. Et le défi demeure immense face aux violences faites aux femmes. Les associations apportent une contribution certaine. La mission est titanesque pour sensibiliser le grand public et l'éduquer sur le respect des droits des femmes. Couverture de Marim Damis. Au cœur d'une journée d'études poignantes dédiée à la lutte contre la violence faite aux femmes, les voix des associations se sont élevées pour proposer des solutions concrètes pour mettre en lumière ces réalités qui s'avèrent sensibles dans la société. On a décidé de fêter cette journée avec une série d'interventions et bien sûr avec la participation d'autres associations qui exercent dans ce domaine. On a proposé une stratégie pour traiter ces problèmes-là qui généralement met la famille dans des situations stressantes, des situations, des difficultés encore. La violence contre les femmes est malheureusement de plus en plus présente dans la société. Et cela revient au non-respect de la religion qui, elle, protège la femme et lui donne sa juste valeur. Il y a également le manque de moyens et la baisse du pouvoir d'achat.
Les effets des violences se répercutent notamment sur la stabilité émotionnelle et psychologique de l'enfant, créant ainsi un environnement hostile qui peut entraver son développement. Cette situation peut devenir plus délicate lorsque la famille compte parmi ses membres un enfant à mobilité réduite. Le père, généralement, n'accepte pas un handicapé à la maison. Généralement, ils sont insultés, la femme est frappée avec violence, ce qui fait qu'il n'y a aucune aide. Notre secteur donne une très grande importance à cette femme, à la formation de la femme. Donc notre participation aujourd'hui avec l'association Mashrou' Osrati, donc c'est dans le cadre d'encourager les femmes à mieux gérer leur vie et celle de leur petite famille. Les associations jouent un rôle fondamental dans le processus de soutien apporté aux victimes. C'est entre autres grâce à leur dévouement que des milliers de femmes trouvent de l'aide et du réconfort. Dans l'actualité de ce samedi, dans le cadre du renforcement de la disponibilité opérationnelle de la capacité régionale d'Afrique du Nord et afin de rehausser les potentiels de planification entre différents composants de la capacité, la base logistique et la capacité régionale d'Afrique du Nord, la 5e région militaire organise du 18 au 25 novembre l'exercice intitulé Selem Nord Africa 2. Les détails avec Walid Yousfi. La cérémonie de lancement de cet exercice, tenue le 23 novembre 2023, a été supervisée par le général-major Belkacem Hassenat, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, en présence du secrétaire exécutif de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, Ahmed Hamida Tajouri, ainsi que des membres du commissariat de l'Union africaine et de cadres de la 5e région militaire. En application des directives du général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'ANP portant sur le mode de mise en œuvre lié à l'accueil de l'Algérie de l'exercice sur le poste de commandement de la capacité régionale de l'Afrique du Nord intitulé Selem North Africa 2, j'annonce officiellement le début de cet exercice. Gloire à Nova le Reshuhada. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cet exercice auquel ont pris part les délégations des pays membres de la capacité, en l'occurrence l'Algérie, l'Égypte, la Libye et la République arabe sahraoui démocratique, s'est déroulé sur plusieurs étapes depuis la planification et la préparation jusqu'à l'exécution. Des étapes qui ont été marquées par un haut niveau de coordination entre les formations et les délégations participantes, notamment en termes de planification conjointe entre les composantes de la capacité régionale de l'Afrique du Nord et d'exercice du commandement et du contrôle entre responsables et subordonnés. L'exercice du poste de commandement de la capacité régionale de l'Afrique du Nord a été une opportunité d'apporter davantage d'expérience en termes de planification au profit des officiers des cadres de la capacité et de maîtriser les mesures juridiques et opérationnelles lors du déploiement des missions de soutien de la paix du commissariat par l'Union africaine, leur permettant ainsi un parfait accomplissement des missions liées à l'instauration de la sécurité et de la paix au sein du continent africain. Nous sommes arrivés à un degré excellent de planification commune. À présent, nous avons acquis de l'expérience en ce qui concerne la mise au point de rapports et application de missions sur le terrain au niveau de tous les commandements. Il y a une harmonie parfaite, comme vous avez pu le voir. Je considère que nous avons atteint notre objectif principal à travers cet exercice. L'exercice du poste de commandement permettra à la capacité régionale de l'Afrique du Nord d'atteindre la phase de mise en fonction opérationnelle. Le travail que nous effectuons au niveau de la base logistique de Djidjel est le fruit des moyens mis en place par l'Algérie afin de réussir l'exécution de cet exercice. L'Algérie, que ce soit à travers son peuple ou son gouvernement, nous a toujours accueillis chaleureusement à chaque fois que l'occasion se présente. Cela se répercute sur l'exécution de l'exercice et la tenue de rencontres importantes. L'accueil qui nous a été réservé nous encourage à revenir. Nouvelle maintenant, décédé à l'âge de 77 ans, le directeur photo en retraite à la télévision algérienne Nadir Lahouel a été enterré cet après-midi au cimetière de l'Alia.
cette douloureuse circonstance, le directeur général de l'EPTV a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de ses collègues, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Le défunt, pour rappel, était l'un des 3 rescapés du crash d'avion qui transportait l'équipe de journalistes algériens vers le Vietnam pour la couverture de la visite du président algérien Houari Boumedienne en 1974. La Direction générale de la communication à la présidence de la République a présenté ses sincères condoléances à la famille de l'ancien journaliste du quotidien Al-Mujahed, Aqli Hammouni, qui est décédé à l'âge de 72 ans, et à l'ensemble de la corporation, priant Dieu de lui accorder sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À l'international, au Maroc, de nouvelles manifestations ont éclaté aujourd'hui dans plusieurs villes du Maroc. Les manifestants ont brandi le drapeau palestinien. Ils ont appelé en appelant plutôt à plus de justice sociale et un régime change. Retourne en Algérie pour vous parler de ce concours, l'ESA Eco Innovation Challenge, un concours qui s'inscrit dans l'air du temps avec une démarche qui répond aux problématiques environnementales, économiques et sociales. 15 entrepreneurs, ou 15 porteurs d'idées plutôt, et de porteurs de projets ont participé à ce challenge. Couverture signée Raouf Hamouche. Durant 3 jours, de jour comme de nuit, les 15 porteurs de projets en question ont été accompagnés, aidés et soutenus à travers un programme comprenant des activités, des ateliers et hackathons. Avec un premier objectif, permettre à tous les participants de mûrir leurs projets. En discutant avec ces porteurs de projets, nous avons été interpellés par certaines innovations. On est là pour représenter notre projet Carta, qui consiste à justement éradiquer la consommation du papier dans la production des cartes de visite traditionnelles, et on propose une solution totalement digitale et décentralisée pour justement aider les entreprises non seulement à s'inscrire à une démarche RSE, mais aussi à économiser leur budget d'impression de cartes de visite. J'ai participé par mon projet qui accélère la croissance des microalgues dans les eaux de surface par l'application d'un champ électromagnétique. Notre procédé, il est breveté, labellisé, innovant, qui n'utilise pas des produits chimiques comparativement à les méthodes utilisées actuellement. Et nous assurons une production de 120% en seulement 2 heures. Lancée en octobre dernier, cette édition a enregistré quelques 120 projets, dont 15 ont été sélectionnés pour la finale par un jury formé d'experts en la matière. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a un peu de tout, et on a été très surpris par la qualité des projets. Alors c'est une phrase qu'on entend souvent, mais là c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont vraiment dans l'air du temps. On a des projets dans la capture de carbone, dans les fermes verticales, le compost, c'est des projets aboutis. On voit qu'il y a des personnes, des jeunes notamment, c'est une génération qui n'a pas de complexe. Elle est vraiment sur les dernières problématiques mondiales. Par exemple, la capture de carbone, aujourd'hui, c'est un enjeu mondial et tout le monde y réfléchit, on n'a pas avancé. Et je vois ces jeunes qui présentent leurs idées sont vraiment en train de penser à des vraies solutions. Ce challenge émane d'une démarche de responsabilité sociale qui s'incarne à travers ESA Fogara, qui est notre concept d'engagement social ici à l'école. Et donc, juste pour rappeler un peu l'engagement de nos étudiants et de l'école, à travers les projets associatifs que tous nos étudiants portent chaque année, d'année en année. Les projets prometteurs gagnants auront la possibilité d'avoir une incubation au sein de l'incubateur de l'ESA, avec un programme d'accompagnement riche et pertinent de 6 mois, assuré par des experts dans leur domaine. Et nous passons à un autre domaine maintenant. La 18e édition du Rallye international des Colombes a connu un franc succès. De Tipaza à Intimotion en passant par Schleff, les participantes ont pu admirer les magnifiques paysages de la côte ouest. Certaines regrettaient même le fait de ne pas avoir fait ce parcours plus tôt. Walid Yousfi les a accompagnés dans cette expédition. Regardez.
Regroupant une quarantaine de participantes nationales et étrangères, le rallye international des Colombes a connu pour la première fois la présence de ces pilotes de moto de la gendarmerie nationale. Une nouveauté pour cette 18e édition. Pour ce rallye de régularité, les pilotes ont dû parcourir un trajet d'environ 550 km répartis sur 3 étapes suivant leur roadbook. C'est 3 étapes, 3 grosses étapes, type championnat. Donc chaque étape, il y a des difficultés, un pointage à la fin, l'addition des points. Et au bout de la 3e manche, il y a un champion, un vice-champion et un 3e. Kilométrage, divisé par la vitesse moyenne qu'on vous donne, la direction de course, départ. La régularité, c'est ça l'important du rallye. Beaucoup de gens pensent que le rallye, c'est la vitesse. Non, c'est faux. Le rallye, c'est une vitesse moyenne qu'on doit respecter. Ce rallye a été aussi l'occasion de mélanger compétition et plaisir. Certains pilotes ont saisi cette occasion pour découvrir plusieurs régions durant leur parcours. Les criques, les rivières, la forêt des oliviers, la forêt de chênes, c'était magnifique. C'était un très beau paysage, très beau pays. Enfin, c'est pas isolé, mais il y a toujours du monde, mais il n'y a quand même pas grand monde. Ce qui fait qu'il n'y a pas le tourisme de masse, ce qui fait que le pays il a gardé sa culture, quoi. On a fait un peu de tourisme quand on est arrivé à Alger. Puis là, sur les côtes, c'était vraiment très joli, la roche, les couleurs. On a su allier course, on va dire rallye et tourisme. On a pu visiter, profiter des paysages. Super expérience. Alors, il est vrai que des fois, on était plus dans la compétition et puis d'un coup, on est émerveillé par un paysage. Là, d'un coup, on regarde ce paysage, on se dit, mais pourquoi on n'est pas venu avant ? Une ambiance qui nous laisse sur notre faim en attendant la tenue de la 19e édition du rallye international des Colombes en octobre de l'année prochaine, avec cette fois-ci un nouvel itinéraire couvrant plusieurs wilayas du côté sud-ouest du pays. Et tourisme toujours avec le coup d'envoi demain de la 2e édition du Trek Algeria Trail à Timimoun, un événement de trail running dans l'une des plus belles oasis du Sahara qui borde le Erg occidental. Une délégation a pris le vol aujourd'hui à destination d'Alger avant de se diriger demain vers Timimoun. Je vous propose d'écouter la déclaration de la représentante du Trek Algeria Trail. Est-ce qu'on fait des photocopies ? Nous avons des concurrents qui partent de Lyon, qui partent de Marseille, qui partent du continent africain, un peu partout dans le monde. Donc on est ravis. C'est la 2e édition du Trek Algeria Trail. Donc il y aura 3 courses. Il y aura un 180 km, un 90 km et un 45 km. Voilà, donc nous partons en Algérie maintenant pour une épreuve sportive de différentes distances, soit du 100 km, soit du 200 km, soit même du 50 km pour certains, avec une organisation qui est gérée de main de maître par le Trek Algeria. Nous sommes quelques-uns des coureurs qui allons faire une course dans le désert au bord du Grand Erg occidental et nous sommes très heureux de pouvoir visiter ou revenir, pour Philippe notamment, dans le beau pays qu'est l'Algérie. Yolande, oui. Voilà. Et nous terminons ce journal avec une belle tradition qui fait partie du quotidien des habitants de Boussaada. Nous vous invitons à visiter l'atelier de Mabrouk qui transforme le bois en petites merveilles. Vous allez le voir, il façonne le fameux mortier de Boussaada. Son quotidien est partagé entre travail et précision et transmission de savoir-faire à la nouvelle génération. Reportage signé Majda Jahmoud. Fervent défenseur de l'artisanat algérien, Mabrouk incarne la pérennité d'une tradition précieuse héritée de son père. Ses mains agiles transforment la matière brute en création unique, témoignant d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Nous avons visité son atelier empreint d'authenticité où chaque pièce exposée est façonnée avec passion et raconte son propre récit.
Depuis tout petit, je viens dans cet atelier apprendre auprès de mon père. J'ai commencé à réaliser mes propres œuvres à partir de 2005. Nous commençons par ramener une souche de kerrouche, c'est le bois le plus solide. Puis nous la sculptons, de sorte à ce qu'elle ressemble à un mortier. Une fois bien sculptée, nous réchauffons la graisse de chèvre pour le graisser. De tous les côtés, la graisse de la chèvre prolonge la durée de vie des mortiers. C'est ça le secret. Sans cette graisse, le mehrez sera cassable avec le temps. En plus des mortiers de Boussaada, Mabrouk fabrique plusieurs autres objets traditionnels faits à la main, comme le gas'a et le haf. Son seul souhait, perpétuer cet art et le transmettre aux générations futures. C'est pour cela qu'il forme les jeunes de la région. D'ailleurs, l'un de ses apprentis, qui n'a que 19 ans, a déjà appris à fabriquer le mortier de Boussaada comme un grand. Cela fait 4 ans que je viens apprendre dans cet atelier. Ce savoir-faire est un héritage que nos aïeux nous ont légué. Il est important pour moi de le maîtriser pour que je puisse former à mon tour les générations montantes. Car c'est comme ça que nous pourrons protéger notre culture et la faire durer avec le temps. Malheureusement, il y a moins de jeunes qui s'intéressent à l'apprentissage de ce savoir-faire. Il est de notre devoir de former les plus jeunes pour immortaliser nos traditions. Au-delà de la beauté palpable de chaque création, l'œuvre de Mabrouk nous rappelle l'importance vitale de préserver notre héritage culturel qui continue de prospérer grâce à l'engagement passionné de ceux qui le préservent fièrement. Et avec ces belles images de nos traditions, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.